Bonjour à tous, bienvenue sur la saison 2 de mon podcast Bordel organisé et aujourd'hui j'accueille Aldwin qui a créé Backpacker Clothing. Merci beaucoup Aldwin de m'accorder du temps ce matin. Pas de souci, bonjour à toi, comment ça va? Eh ben écoute ça va super et toi t'es motivé? Très motivé, heureux de participer à ce podcast. Bah, ouais, moi aussi, je suis trop contente. On a déjà échangé, hein, on va dire la vérité aux auditeurs, on a déjà échangé un petit peu parce que, bah, il fallait bien préparer cet entretien et savoir si, ton projet allait matcher avec ce que j'ai envie de diffuser sur mon podcast et ça matche complètement. Je suis fan de ce que tu proposes et du coup, bah, j'ai quelques questions, à te poser que tu connais en avance. Donc si tu es prêt, bah, on rentre dans le vif du sujet. Avec plaisir. Top. Donc Adwin, qui t'étais avant, bah, de devenir backpacker et entrepreneur du coup? Raconte-nous un petit peu. Alors moi, c'est vrai que je sortais à ce moment-là de mes études. J'avais fait mes 3 ans d'études après le bac en marketing digital. Et j'étais dans une période de ma vie où je savais pas trop si j'allais faire un master comme tous les gens de ma classe finalement, un master en communication, sans savoir où ça allait m'emmener. Et donc, j'étais dans une période aussi où l'Australie, j'en entendais beaucoup, beaucoup, beaucoup parler sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Et j'étais en train de me dire, bah, pourquoi pas me lancer cette année de césure, parce que j'avais toujours eu envie de faire une année de césure, de partir pendant un an en voyage. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment. Je sortais de mes 3 ans d'études, ma licence professionnelle elle venait de se finir. C'était justement l'entre-deux. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas partir? C'est ce moment-là pour partir en voyage, avant de le regretter, parce qu'après le master, je pense que j'aurais été dans une optique de trouver un travail, et je pense que je l'aurais regretté à ce moment-là. Donc je me suis dit, bah, c'est le moment. T'avais quel âge du coup, quand t'es parti en Australie? À ce moment-là, j'avais 21 ans, parce que je suis fin d'année, j'avais 21 ans. Donc c'est bientôt ton anniversaire là? Là, c'est bientôt mon anniversaire, je suis né en décembre. OK. Donc justement, pourquoi t'es parti la première fois? Est-ce que, enfin, tu me disais que tu entre faire une année de césure et faire un master. Finalement, tu as choisi l'Australie, en premier. Est-ce que concrètement tu fuyais quelque chose ou c'était, pour apprendre l'anglais, pour découvrir une nouvelle culture? C'était quoi ton tu dans quel état d'esprit à ce moment-là? J'étais dans l'état d'esprit c'est vrai, d'apprendre l'anglais également, même si j'avais aussi beaucoup de retours de personnes, parce que je connaissais aussi des gens qui étaient en Australie, qui me disaient que l'anglais australien n'est pas tout à fait l'anglais qu'on connaît habituellement nous, quand, quand on l'apprend à l'école. Mais donc j'étais dans cette optique quand même d'apprendre l'anglais, et j'étais surtout dans cette optique de, bah voilà, j'ai une année de césure, ça va me permet de voyager, de découvrir autre chose. Je le prenais comme une aventure, finalement, et, euh, et me permettre également de mettre de l'argent de côté pour partir en voyage, parce que j'avais envie de découvrir un maximum de pays à ce moment-là, quoi. Et d'ailleurs, tu as fait un parcours de ouf. Si je me souviens bien, tu as commencé par Perth, tu es parti ensuite en Nouvelle-Zélande, aux Fidji, enfin, raconte-nous rapidement, le parcours du coup, une fois que tu es C'est parti vrai que en j'ai fait un Australie. parcours, enfin pour tous les gens qui partent en Australie, c'est vrai que c'est pas un parcours habituel. Non. C'est parce que la plupart des gens qui partent en Australie, ils vont vers l'Asie directement, ils font un peu tous les pays d'Asie. Et moi, je sais pas, à ce moment-là, quand je suis parti en Australie, j'avais pas d'idée précise de mon parcours. J'étais là je savais même pas si j'allais faire mes 3 mois de ferme, etc. Donc je me suis dit, bah, je vais travailler. J'avais trouvé 2 tafs que je faisais en simultané. Cumulé ces 2 tafs, Tu faisais fait de quoi? l'argent. Tu faisais quoi? Je travaillais en construction et je travaillais en restauration. Je faisais ces 2 jobs cumulés. J'étais à 55 ou 60 heures par semaine, donc Waouh. c'était énorme. Je respirais pas. J'ai fait ça pendant 5 mois. Pendant 5 mois à travailler de manière acharnée, je me suis dit, bah, je crois que j'ai mis assez d'argent de côté et je pense que c'est le moment dans le PVT d'être dans le mode vacances et plus travail. Donc je me suis dit, bah, je vais partir en voyage. Et donc de là, j'ai fait la Nouvelle-Zélande. Un ami m'a rejoint de France. On est parti en Nouvelle-Zélande, on a fait un road trip en van. C'était les vacances d'été à ce moment-là, donc ça tombait bien. Ouais. On a fait la Nouvelle-Zélande, les Fidji, Sydney. On a fait tout ça à deux.
Puis lui, il est rentré en France. Et de là, j'avais un rêve, c'est de partir à Hawaï. Et au prix du vol depuis Sydney, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Donc, je suis parti à Hawaï. Ensuite, je suis allé à Montréal. Ma sœur faisait un PVT, quant à elle, au Canada. Donc, c'était l'occasion d'aller la voir. Et, et dans la suite de mon périple, ça s'est fait un peu au feeling aussi. Je suis allé au Guatemala parce que je tombais beaucoup sur des vidéos du volcan, un volcan en éruption qu'on pouvait voir. Et ça m'avait toujours fait rêver. Puis je suis allé au Mexique pour la fête des morts, un événement que tout le monde connaît et qui vient de passer il y a quelques jours seulement. Oui, c'est vrai. Donc j'y suis allé, c'était incroyable. Et après je suis allé en Colombie parce que je sais pas, toujours ce pays m'a toujours fait, m'a donné envie de le découvrir, de découvrir sa culture et de voir un peu réellement ce que je peux m'en dire, contrairement à tout ce qui peut se dire sur Internet et la télé, quoi. Donc j'ai fait un périple, ouais, j'ai fait en tout 9 pays. C'est 9 mois de voyage, une partie, comme j'ai dit, avec mon meilleur ami, une partie totalement en solo. Mais c'était ouf. Et il me semble qu'il t'est arrivé quelques dingueries quand même. C'est Dans vrai quel pays c'était? j'en ai plusieurs, mais Ouais, celle que tu m'as racontée, c'était quoi? C'était Hawaï? Non. j'étais à Hawaï. En fait, à Hawaï, j'ai rencontré un Australien sur une application de rencontre pour voyageurs solo. Cette personne, c'était un Australien de 32 ans. Et il m'a dit, bah voilà, je suis sur cette île, donc l'île c'était Kauai. Je suis sur cette île en même temps que toi, si tu veux, on fait un petit bout de chemin ensemble, ce qui se fait beaucoup en fait quand on voyage solo. Donc j'ai dit, bah banco, on y va. Je le rejoins tout en haut au nord de l'île. Et on s'entend bien les premiers moments. Et en fait, il s'avère que il, il Il était avait, un peu bizarre. il était un peu bizarre. Il était pas là que pour être pote, je pense. Et je l'ai compris assez rapidement. Et donc j'ai dû fuir parce que c'était pas un comportement normal. Et la deuxième, rapidement, c'était en Colombie, Colombie, ouais. Alors la où tu t'es fait Colombie, racketter. ouais, je me suis fait racketter. Alors voilà, le truc, c'est que j'étais un peu aussi naïf. J'étais dans une période où bah, j'étais tout seul. Ça faisait plusieurs mois que je voyageais solo, donc je dirais qu'on perd un peu ce côté un peu plus prudent du début. Et le premier jour, j'avais retiré beaucoup de sous parce que j'allais rester un mois. Et en fait, j'ai demandé à une personne qui vendait des cigarettes dans la rue de m'indiquer un restaurant. Et en fait, il en a profité pour me racketter. Donc c'était une période, ouais, c'est fait une expérience. Sur le moment, on n'en rigole pas. Après, là, maintenant, je peux en parler et rigoler de Ouais. ça. Mais sur le moment, ouais, c'est assez choquant. Et comme quoi, même si on est un homme, on peut se faire, racketter. Enfin, ça peut être dangereux de voyager solo. On dit toujours: «Les femmes, faites attention», mais en vérité, les hommes, c'est pareil. Les mauvaises personnes sont sans scrupules. Donc, C'est ça, que tu sois un homme ou une femme, parfois, tu es juste, au mauvais moment, au mauvais endroit, en fait. exactement. Il faut jamais finalement baisser la garde, même si tu as l'impression que les gens sont très gentils et que ça va pas t'arriver. Bah, malheureusement, ça peut t'arriver. Est-ce que dans tous ces voyages, il y a un moment qui t'a changé pour de bon? On va justement rentrer dans le vif du sujet de l'entrepreneuriat. Est-ce que il y a eu un moment où tu t'es dit quand je rentre en France, je crée ma boîte ou quand je retourne en Australie? Parce que justement, tu n'as pas terminé. Après ton dernier voyage, qu'est-ce que tu as fait? Tu es rentré en France? Tu es reparti en Australie? Ouais, alors, je suis rentré en France, du coup, après la Colombie. Je suis rentré directement en France. Je suis rentré fin décembre 2024. Je suis rentré en France après le voyage en Colombie. Et j'ai pas fait plus en Australie, je suis pas retourné en Australie après ça. Et je n'ai pas l'occasion parce que j'avais pas fait mes 3 mois de ferme. Et à ce moment-là, j'ai lancé ma boîte. Donc, d'où t'es venue l'idée, justement? À quel moment? Parce qu'il me semble que l'idée, en fait, elle te trottait déjà avant l'Australie, parce que, est-ce que t'aimes le textile? Pourquoi avoir lancé une marque de vêtements, en fait? Une marque de vêtements, j'avais toujours voulu créer une marque de vêtements, ça m'avait toujours inspiré. Enfin, j'ai étudié le marketing du coup à l'école et Nike m'inspirait beaucoup sur le fait que ils arrivaient à rassembler une communauté de gens déterminés, comme ils le disent dans leur slogan, juste fais-le. Et
et je trouvais ça cool de rassembler des gens autour d'une marque de vêtements. Ça, j'ai toujours aimé le textile. Donc, suite à ce voyage et notamment à la découverte aussi du backpack, donc avec les rencontres en auberge, qui est aussi différent entre le backpack en Australie et le backpack dans les différents pays, parce que c'est totalement différent. J'ai, j'ai appris en fait tout cet univers-là et j'ai voulu le rassembler, de me dire, bah voilà, j'ai adoré ce que j'ai vécu, j'ai adoré faire ces rencontres, parce que c'est des souvenirs de dingue. Et je me suis dit, bah, comment moi, à mon échelle, et selon, j'avais déjà envie de créer une marque de vêtements, comment je peux rassembler cette communauté-là? Bah, forcément, je l'ai ramené à cette marque de vêtements. Et du coup, je l'ai mis en place quand je suis revenu de Colombie, donc quand je suis revenu en France en 2025. Backpacker Clothing, c'est une marque de vêtements pour les backpackers, pas forcément des backpackers d'Australie, mais les backpackers du monde entier. Et à long terme, c'est que bah, quand tu vas dans un pays, si tu vois que cette personne porte ton sweat ou ton t-shirt, ben, vous savez que vous êtes dans le même état d'esprit, en fait. C'est Exact- vraiment fédéré autour des mêmes valeurs. Exactement. Exactement. En fait, le but, c'est à long terme, et c'est peut-être utopique, mais c'est de se dire, voilà, je suis dans la rue, je suis dans un pays que je connais pas, je suis tout seul, je marche dans la rue et je vois qu'il y a une personne qui a un t-shirt backpacker, je sais qu'elle va avoir les mêmes valeurs que moi, qu'elle va être dans le même état d'esprit que moi, et forcément, je vais pouvoir être amené à plus lui parler et à aller vers cette personne pour échanger et nous donner des astuces et éventuellement faire un petit périple ensemble, etc. En fait, c'est vraiment C'est de créer rassembler. une communauté, rassembler les Ouais. backpackers Parce autour que d'une cette marque. communauté, elle existe déjà finalement. Carrément. Mais le tout, c'est de la rassembler pour s'entraider au maximum. Parce que bah, on a plein de choses à partager et plein de choses à vivre ensemble. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire fédérer aujourd'hui? Mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter en plus sur ça? Bah, c'est vrai que bah, fédérer, c'est vraiment partager des choses. C'est vraiment, voilà, c'est pas avoir une communauté sur Instagram où juste j'ai des followers. C'est au contraire avoir une communauté qui s'entraide, qui s'envoie des messages. Et j'ai réfléchi petit à petit avec le temps à carrément même à l'avenir créer peut-être un groupe WhatsApp ou créer un groupe sur un réseau social où vraiment les personnes qui sont dans tel ou tel pays puissent s'entraider. Les personnes qui suivent la marque peuvent s'entraider entre eux euh, dans les différents pays pour se donner des astuces sur telle ou telle chose pour partir en backpack là-bas ou éventuellement faire un petit bout de chemin chacun ensemble ou faire des groupes de voyage. Ce qui manque, c'est bah, justement le moment physique, en fait. On est une communauté sur les réseaux sociaux, mais c'est difficile de se rencontrer pour de vrai. Et je trouve que ça manque, tu vois, les apéros voyageurs. Il y en a de temps en temps, j'en ai fait quelques-uns. Mais il y en a pas tant que ça, en vérité. Et pourtant, on est nombreux maintenant. Il y a de plus en plus de jeunes qui partent en backpack, enfin, avec un sac à dos, dans des auberges et tout ça. On le voit. Mais une fois qu'on rentre chez nous, en France, on est tous chacun dans son coin. T'es pas d'accord avec ça? C'est totalement vrai. Et, et le point où on est surtout sur les réseaux sociaux, je le vois sur les groupes Facebook. Il y a beaucoup de gens sur les groupes Facebook, énormément de backpackers, où il y a des groupes Facebook, des backpackers en Australie, backpackers dans tel ou tel pays. Mais finalement, il y en a peu au final qui se retrouvent euh, après ça, après tous ces groupes en dehors. Et je trouve ça un peu dommage. Mmh. Donc, si éventuellement avec ma marque, je peux créer du lien entre eux, c'est le but en fait. C'est clair. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et donc, bon, bah maintenant, tu m'as dit que tu avais 22 ans quand tu es parti. Donc là, tu auras quel âge au mois de décembre? Enfin, j'avais 21 ans, donc là j'aurai 23 ans en Tu auras décembre. 23. Zéro certitude que ça marche en vérité quand tu t'es lancé. Ouais. T'avais déjà lancé une boîte auparavant ou c'est ton premier projet? Alors j'avais voulu créer une boîte de communication, bah, enfin, forcément par rapport à mes études. Et en fait, ça me plaisait pas plus que ça. La communication, enfin, je le faisais parce que ça me faisait plaisir, mais j'étais pas au point d'en faire une boîte euh, où je pouvais créer des sites internet et faire la communication des entreprises. Parce qu'il y avait beaucoup de démarchage à faire, téléphonique. Et j'étais tout seul dans ce projet. C'est quelque chose à moyen terme m'a pas plu. Donc j'avais abandonné l'idée.
Mais j'ai toujours aimé créer quelque chose. Quand j'étais adolescent, je créais des productions de musique. J'étais sur FL Studio, pour ceux qui connaissent. Et je créais des prods pour Ok, des rappeurs, et tout ça. Et donc j'ai toujours aimé créer. Mais c'est vrai que là, avec cette entreprise, zéro certitude que ça marche. Mais le problème, c'est qu'en fait, si on se lance pas, bah, on le saura jamais. Et c'est comme le voyage finalement. C'est que si on se lance pas, si on franchit pas le cap pour partir en voyage, bah, on peut pas savoir si ça nous plaît et on fait face à nos peurs. En fait, je me suis pas vraiment posé la question de ah, ça va pas marcher, est-ce que je prends ce risque? Bah non, en fait, je fonce, tête baissée, mais je fonce et après, au moins, j'aurai zéro regret si ça marche pas. J'aurais tout carrément. fait pour que ça marche. Ouais, ouais, c'est clair. Un peu comme moi, finalement, avec ce projet de podcast, comme je t'expliquais, la saison 1, c'était un peu une saison de test. Et je pense que tout entrepreneur, quand il crée un projet, une entreprise ou même une association, tu vois, il y a une période de test. L'entreprise, même pour Manostralia, qui est ma première agence de séjour linguistique à destination de l'Australie, Manostralia, il y a 6 ans, c'est pas Manostralia en 2025. Limite, ça n'a absolument plus rien à voir. Au début, je vendais des packs de départ où dedans, il y avait un CV en anglais, il y avait un chauffeur qui venait récupérer mon étudiant, enfin mon client, parce que du coup, j'étais même pas dans le séjour linguistique, j'étais vraiment dans l'organisation du départ, dans voilà, le faire en sorte que quand tu arrives en Australie, ça se passe bien. Donc, il y avait un chauffeur qui récupérait mon client à l'aéroport, j'avais réservé 2 nuits en auberge de jeunesse. Enfin, tu vois, je pensais que ça allait cartonner et au final, ça se vendait pas tant que ça. Donc tu vois, et puis après j'ai switché. Je pense que bah toi c'est pareil, tu dois être là dans une période un peu de test et peut-être que si on se refait un point dans 2 3 ans, bah il y aura des choses qui auront évolué, tu auras peut-être lâché une certaine idée, enfin tu vois. Et c'est ça qui est beau aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que on est là pour essayer et voir bah, si ça fonctionne ou pas. Après, j'avoue que là, on a de la chance. Enfin, moi, en tout cas, j'avais de la chance. J'étais chez mes parents. Donc, j'avais pas forcément ce souci du loyer à payer. Est-ce que toi, c'est pareil, là, actuellement? Exactement. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que je me suis permis de voyager parce que je savais que, également, c'est pas la chance pour tout le monde et d'avoir cette opportunité-là, c'est que j'étais encore chez mes parents. Tout ce que je gagnais, en fait, je le mettais de côté. Je faisais l'alternance. J'ai fait l'alternance pendant 3 ans. Tout l'argent que j'avais économisé durant ces alternances, bah, ils allaient pour le voyage. Et plus le fait de partir en Australie, ça m'a permis de financer tous ces voyages. Parce que Bien c'est un sûr. peu la question qui revient souvent, elle me revient souvent sur les réseaux sociaux, c'est comment j'ai pu financer 10 mois de voyage. J'ai travaillé, j'ai économisé des sous. Alors certes, j'avais l'opportunité d'être chez les parents, mais après, j'ai bossé 55 heures par semaine en Australie. Il n'y a pas de secret, je pense. Et c'est vrai que souvent, quand on écoute des entrepreneurs, bah, toi aussi, tu regardes et tu écoutes des podcasts comme moi et on écoute à peu près le même style. Des fois, je sais pas, tu te dis, mais comment ils ont pu créer ça? Mais ils expliquent pas que derrière, soit ils ont travaillé comme des fous, ils ont mis de l'argent de côté, soit ils ont travaillé comme des fous et ils ont la chance d'être chez leurs parents, donc ils peuvent mettre encore plus d'argent de côté. Donc si, forcément, si tu as des mamans qui nous écoutent, qui ont 3 enfants à charge, qui doivent payer un loyer, oui, bien évidemment, je peux comprendre qu'ils n'auront pas autant de facilité que nous à lancer un projet ou à se faire permettre une petite année de test pour voir si ça va marcher ou pas. Non, ils n'ont pas le choix, il faut que ça marche direct parce qu'ils ont une famille à nourrir et des factures à payer. Nous, on va être honnête, on a cette chance de pouvoir essayer. Et c'est vrai que c'est important, tu vois, il faut arrêter d'être des langues de bois, soyons honnêtes, quoi. Je peux pas dire le contraire, c'est vrai. Parce que j'ai des amis à moi et à mon âge, ils ont leur loyer à payer, ils ont la nourriture à payer, enfin, ils ont plein de charges que Bien sûr. moi, actuellement, je n'ai pas. Et je profite de la situation de mes parents, finalement, enfin, je profite. Non, mais oui, Ils le veulent bien aussi, mais j'en profite également pour justement financer ces voyages, financer ces projets qui me tiennent à cœur. C'est pas la chance pour tout le monde, et ça veut pas dire que c'est impossible également pour ceux qui sont dans ce genre de situation. Ça sera certes un peu plus dur, mais c'est pas impossible. faut pas lâcher l'affaire. C'est bon. Alors, tu as choisi des produits respectueux de l'environnement et des précommandes. Pourquoi, pourquoi tu as choisi ce modèle?
finalement, pourquoi tu as choisi ce modèle qui est un peu plus compliqué, mine de rien, que du dropshipping? Est-ce que déjà tu sais ce que c'est que le dropshipping? J'ai entendu beaucoup parler du dropshipping, ouais, sur Internet, Alors, si vous voulez, je vous explique un peu le dropshipping parce que moi j'ai voulu en faire en 2016 ou 2015, je sais plus. C'était le début du dropshipping. En fait, le dropshipping, drop c'est comment tu traduis drop en anglais? Drop c'est jeter finalement, enfin déposer. En gros, quand quelqu'un fait du dropshipping, si moi je crée mon site internet de dropshipping, tu passes commande sur mon site internet, mais j'ai pas de stock à ma maison. Je passe commande à mon fournisseur et en fait c'est mon fournisseur qui te le drop directement. C'est mon fournisseur qui t'envoie le produit directement. Alors que du coup c'est facile pour quelqu'un qui veut se lancer à son compte et se lancer dans la marchandise. Il n'a pas de stock. C'est aussi un peu un système finalement de ouais, on peut dire que c'est un peu un système de précommande en vérité, hein. Et c'est pour ça aussi que tu as choisi ça, j'imagine. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce modèle des produits respectueux de l'environnement et de précommande? Alors du coup, je vais commencer par précommande parce que vu qu'on en parle, les précommandes, à l'occurrence, la différence qu'il y a avec le dropshipping, c'est que le dropshipping, comme tu as dit, le fournisseur envoie directement le produit final au client. Ouais, C'est l'usine qui l'envoie au client. Là, pour le coup, les précommandes, c'est un atelier avec lequel je travaille en France, dans le sud de la France, qui prépare mes commandes. Donc, le site, il est ouvert pendant une semaine. Et durant cette semaine-là, les gens peuvent commander sur mon site internet. J'ai le nombre de commandes qu'il y a eu sur mon site. J'ai tel ou tel produit en différentes tailles que j'envoie à l'atelier. L'atelier produit le nombre de commandes que j'ai eues, pas plus, pas moins. Ça évite de faire du gaspillage pour rien, de surproduire pour rien du tout. Il me l'envoie après 2 à 3 semaines de production. Une fois que ces 3 semaines de production se sont terminées, moi je reçois les produits, je fais le packaging, j'imprime les étiquettes d'expédition et je l'envoie directement au client final. Ça, c'est le système de précommande. ok. Et vas-y, pardon. Pas de souci. Et pour ce qui est respectueux de l'environnement, en fait, je voulais quelque chose qui soit aligné avec mes valeurs et créer quelque chose qui dure sur le long terme. Le dropshipping, sur le long terme, je ne dirais pas que c'est infaisable, mais c'est pas un projet stable, à mon sens, sur le long terme. Là, je voulais créer un projet sur le long terme, quelque chose voilà, je vais me voir évoluer cette entreprise durant plusieurs années. Je vais avoir 23 ans bientôt. Je vais avoir encore l'entreprise à mes 30 ans. Donc, si je veux qu'elle dure et qu'elle perdure, il faut créer un modèle qui soit stable. D'où tout ça, d'où les produits respectueux de l'environnement, parce que je voulais que les produits, vu que c'est des produits que les personnes ils utilisent en voyage, ils l'utilisent quasiment toutes les semaines, ils utilisent quasiment, ils ont sept tenues différentes pour un an de voyage, par exemple. Hmm. Donc, il faut que les produits ils durent, il faut que les produits tiennent sur le long terme. Et donc, il faut des produits de qualité, il faut des produits euh, qui ont un sens pour tout le monde. Et donc, les produits avec du coton organique, des produits avec des matériaux recyclés, c'est, je pense, la base pour mon entreprise. Et en plus, tu fais fabriquer en France. Donc, on va y venir. Quels sont les freins justement à ce modèle? Est-ce qu'il y a des limites? Il y a des limites parce que je suis comme on l'a dit, mon entreprise, c'est une marque de vêtements pour les voyageurs. Or, les voyageurs, bah, d'où le nom, ils voyagent, ils sont dans tel ou tel pays. Donc, pour les personnes qui voyagent actuellement, pour recevoir les produits, c'est un peu plus compliqué quand ils sont dans tel ou tel pays pour le recevoir à la destination à l'instant T. Donc, c'est ça un peu la complexité. Ce qu'on fait nous, enfin, ce que je fais moi avec la marque, c'est que quand je reçois les vêtements de l'atelier, je fais une story Instagram où je leur dis voilà, euh, si votre adresse de livraison elle a changé, dites-le moi. Je change l'adresse d'expédition et je l'envoie à la nouvelle adresse pour qu'ils le reçoivent au bon endroit. Donc ça, c'est un peu la complexité. Donc je vise en fait des voyageurs qui comptent partir, des voyageurs en train de voyager actuellement et des voyageurs qui reviennent de voyage. Et sur ces euh, c'est c'est la même cible, c'est des voyageurs, mais sur ces trois segments différents,
les méthodes vont être différentes. Parce que les personnes qui partent en voyage, faut leur dire, la communication va être différente. Je vais leur dire, bah voilà, pour faire partie de cette communauté, saute le pas, vas-y, pars en voyage. Avec cette marque de vêtements, tu vas pouvoir rencontrer d'autres personnes. Pour les personnes qui voyagent actuellement, ça va leur permettre de, d'ancrer encore plus le sentiment de communauté. Mais pour le niveau logistique, ça va être totalement différent. Et pour les personnes qui reviennent de voyage, le niveau logistique, ça va être beaucoup plus simple. Mmh. Et ça va la communication va être différente. Ça va être quelque chose de, vous voulez un souvenir de votre voyage, comme moi j'ai pu le vivre. J'ai envie d'avoir un sentiment de ramener quelque chose qui, qui peut un peu décrire tout ce que j'ai vécu. Cette marque, elle est faite pour moi. Donc ça, c'est la limite numéro 1. Moi, il y en a une autre, enfin même 2 en vrai qui me viennent à l'esprit. C'est bon, bah, du coup, les délais de livraison. On est, à l'ère où tout le monde veut tout de suite. Est-ce que ça, tu penses que sur du long terme, ça peut poser, un problème pour ton entreprise, pour la pérennité de ton entreprise, le fait de dire à tes clients: «Bah, écoutez», après ils peuvent le comprendre, hein. Moi, typiquement, tu me dis, «C'est du made in France, c'est des produits de qualité, c'est un jeune entrepreneur français qui crée la marque, qui le design et tout. Il faut attendre 2 à 3 semaines avant d'avoir ton t-shirt». Il suffit juste de savoir, parce qu'en général, quand tu pars en voyage, tu planifies quand même au moins 2 3 semaines à l'avance. Donc, il suffit juste de le savoir et de passer commande et d'accepter ça. Mais est-ce que tout le monde n'est pas comme moi et comme toi, est-ce que tu penses qu'à long terme, il va falloir que tu changes ça parce que ça peut poser problème? Je suis en train justement d'y réfléchir parce que effectivement, c'est un frein. Je le vois sur mon site internet. Beaucoup de gens ajoutent au panier et ne passent pas à l'étape de paiement. À l'étape de paiement, on leur indique qu'il y a 2 à 3 semaines de production. Donc je sais que c'est un frein énorme. Donc je suis en train de doucement réfléchir à faire un stock limité, de produire uniquement tant de vêtements et le faire en extrême limité pour pas avoir de surplus, quitte à avoir des gens qui veulent commander mais qui ne peuvent plus commander parce que j'ai plus de vêtements à disposition. C'est de faire un stock très limité. Imaginons par exemple 20 exemplaires et, euh, et les personnes peuvent acheter que ces 20 exemplaires et rien d'autre. Donc je suis en train un peu de réfléchir en fait à plus faire ce système de précommande pour justement réduire ces temps de livraison, que dès qu'ils commandent, le produit il est expédié. Ça serait, je pense, moins un frein pour les clients, Mais ça te coûterait plus d'argent. mais ça me coûterait plus d'argent. C'est un risque un peu plus financier que le système de précommande. Donc en fait, il y a deux poids, deux balances, enfin deux poids, deux mesures qui se jouent. Il y en a qui ont des côtés positifs, des côtés négatifs. Dans tout business, c'est comme ça. Et je pense que dans une entreprise, si tu veux qu'elle fonctionne, il faut aussi accepter d'investir. C'est Et c'est ça. aussi pour ça, c'est voilà, on a aussi travaillé, on a mis de l'argent de côté pour pouvoir investir. Bah, tu vois, typiquement, moi, ça me prendrait trop de temps de faire les montages vidéo, les montages audio de mes épisodes de podcast. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire. J'aime plus ou moins faire. C'est pas, je déteste pas le faire, mais ça me prend trop de temps. Donc, j'accepte de payer quelqu'un pour faire le montage en espérant que bah, finalement ces épisodes soient intéressants, qu'ils aient de la visibilité et que du coup, bah, les gens me connaissent et puis bah, potentiellement peuvent soit passer par mes services pour Man Australia, soit passer par mes services pour cette deuxième activité que j'ai évoquée dans les derniers épisodes de ma saison 1 de Bordel organisé. En fait, j'ai mis en place un accompagnement individuel qui, là aussi, est en phase de test, donc potentiellement peut être amené à évoluer. Mais mon objectif, c'est d'aider les anciens backpackers qui viennent de rentrer en France, qui ont envie d'entreprendre, mais qui ne savent pas par où commencer, tu vois. Souvent, tu as l'idée, mais tu es complètement perdu, tu sais pas par où commencer. Donc, tu as besoin parfois d'un petit coup de pied au cul pour te lancer. Et moi, étant passé par là avec Man Australia et du coup avec cette nouvelle activité, je sais comment accompagner les gens et les aider à développer leur idée et les aider à trouver leurs premiers clients. Donc, c'est cet accompagnement que j'essaye actuellement de mettre en avant. Et donc, ben, je me dis potentiellement, mes vidéos, mes épisodes seront intéressants et je peux trouver des clients. Donc, oui, je paye un gars pour le montage de mes épisodes, mais potentiellement, ça va me rapporter de l'argent. Et toi, je pense que c'est pareil. Il faudra investir à un moment donné dans ta société pour que bah, tu n'aies plus ces freins-là et que les gens soient plus enclins à passer commande sur ton site. Exactement. T'as, t'as résumé. Et le troisième frein que je vois, c'est le prix. On en a parlé quand on a fait notre pré-entretien. Quels sont tes tarifs actuellement pour un t-shirt ou pour un sweat? Pour le t-shirt, je suis à 39,90 € et pour un sweat, je suis à 74,90 €. Et en fait,
les prix, euh, les prix sont plutôt dans la moyenne des prix français, hein, finalement. Carrément. Mais vu que je m'adresse à une cible de backpackers qui sont en voyage et économisent un peu les sous pour euh, payer des activités, payer les auberges, etc. Ils sont dans l'optique que ce prix-là, est-ce que je suis prêt à le mettre pour cette marque de vêtements, pour faire partie de cette communauté de backpackers? Est-ce que je suis prêt à mettre ce prix-là? Donc, il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont pas prêts. C'est un frein, c'est un peu une limite en tout cas pour certains. Euh, pour mon business en tout cas, c'est une limite. Tu fais des modèles unisexes ou tu as une taille pour les femmes, une taille pour les hommes? Alors, tous les produits sont unisexes pour permettre que il n'y ait qu'une taille et qu'un produit propre pour hommes et femmes. Ils sont oversize pour Mm. être un peu amples et je fais en sorte que tous les produits qu'ils aient une bonne qualité, mais il fallait pas qu'ils soient trop lourds parce que pour l'avoir vécu, avoir un t-shirt qui pèse un âne mort quand on est avec un sac à dos de 14 kilos en train de marcher sous 40 degrés pendant X temps pour aller jusqu'à l'auberge, le t-shirt, il est trempé et c'est limite désagréable quand il est trop lourd. Donc, Ouais. il fallait un produit qui soit de qualité, donc avec un grammage assez important, mais pas trop, au risque que ça soit justement plus contraignant qu'autre chose. Mais tu vois, je pense que moi, typiquement, je suis de retour en France. Je me considère encore comme voyageuse parce que je retourne en Australie bah, tous les 2 ans. Là, par exemple, le mois dernier, j'étais en Roumanie. Enfin, je voyage pas mal quand même tous les ans et je me verrais bien quand même malgré tout porter ce t-shirt. Moi, quand je voyage maintenant, du coup, je suis plus en sac à dos. Je voyage avec une valise et tout ça, donc ça me dérange pas qu'il soit trop lourd. Euh, En plus, la stratégie du oversize, je trouve que c'est très bien parce que c'est à la mode, le oversize. Je vois très bien typique. Ah non, là non, je l'ai pas. Mais hier, j'avais un t-shirt oversize et quand je vais à la salle de sport, toutes les filles, elles portent du oversize, tu vois. Ça cache les formes, t'es à l'aise, etc. Donc je trouve que c'est très bien le oversize, le fait d'avoir choisi unisexe. Du coup, ça te permet toi aussi de mieux gérer tes stocks, etc. En termes de prix, franchement, je trouve que c'est correct. Si c'est de la qualité, si c'est du made in France, c'est correct. Il faut pas oublier aussi qu'en France, on paye de l'URSSAF. Donc on a des taxes à payer, t'as tes produits, t'as tes coûts de production, et encore de mémoire, je crois que tu es en micro-entreprise actuellement. C'est ça. Donc pour l'instant, tu pourras potentiellement, et je te le souhaite, devoir appliquer de la TVA à 20% si tu dépasses un certain seuil de chiffre d'affaires. Mais pour l'instant, je crois que c'est 100 000 et quelques ou ouais. Donc, tant que tu n'as pas fait 100 000, tu n'appliques pas 20% de TVA. Donc, tes prix sont encore plus ou moins corrects. T'imagines si tu fais un sweatshirt à 70 euros et que tu rajoutes 20% de TVA, on va arriver à combien? Ça va être compliqué à vendre des produits. Pour l'instant, tu as de la marge, mais je pense que ton rôle, en attendant d'atteindre ce level de chiffre d'affaires, ton rôle, c'est de faire en sorte que ta marque, elle soit sexy. Tu vois, déjà, ils sont très beaux. Je trouve que tes designs sont très beaux. Moi, ça me plaît beaucoup. Je pense que je passerai commande prochainement d'ailleurs. Il faut se soutenir. Donc, tes designs sont vraiment très beaux. Mais je pense que, ouais, il faut juste encore développer les collabs, etc. Et en fait, c'est comme ça que ça va marcher. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. De toute façon, dans tout business, 90% c'est du marketing. 90%. C'est à l'heure d'aujourd'hui, les gens achètent ce que leurs voisins achètent. Carrément. Donc Absolument. demain, si un backpacker en Australie, il voit dans son auberge, je sais pas, 3 personnes avec un t-shirt backpacker, je, il se posera pas même pas la question du prix. C'est comme si demain, une personne qui achète les sacs Jacquemus, les tout petits sacs Jacquemus, Bien sûr. qui coûtent plutôt assez cher pour un petit sac, mais vu que tout le monde l'achète, et ben finalement le prix n'est même pas dans une problématique pour le client. Je sais très bien de quoi tu parles parce que je l'ai acheté. Donc oui, et en plus je le mets même plus, tu vois. Ça y est, c'est passé. C'était il y a 2, 3 ans et 2 ans et enfin si, je le mets de temps en temps, mais ouais, je me dis des fois, mais t'es complètement folle d'avoir acheté ce truc-là. Franchement, faut être... C'est le comportement humain, c'est C'est ça. que tout le monde achète quasiment ce que tout le monde achète. C'est ça, c'est de l'émotionnel en fait. C'est du coup de cœur, c'est de l'émotionnel.
On n'a plus beaucoup de temps, mais il y a encore deux, trois questions que je voudrais vraiment te poser. Hem, est-ce que tu as eu une grosse désillusion, une grosse claque? Est-ce que tu as été dégoûté ou triste ou tu t'attendais pas à ça ou parce que j'imagine que oui, quand même, il y a un peu de négatif de temps en temps. Par rapport à l'entreprise, Ouais, j'ai eu une désillusion il n'y a pas si longtemps que ça, une grosse claque. Parce qu'en fait, durant tout ce périple de voyage, je m'étais filmé quasiment tous les jours. Tous les jours, j'avais une caméra et je filmais mon aventure dans chaque pays pour justement la partager sur les réseaux sociaux, partager sur YouTube et donner envie aux gens de partir en voyage. Et malheureusement, j'avais tout mis sur un disque dur et ce disque dur est tombé de mon bureau et j'ai perdu tous les fichiers de tous mes voyages. C'est-à-dire que toutes les rencontres que j'ai faites, toutes les galères que j'ai faites, tout, quand je dormais chez l'habitant, tout est parti en fumée. J'ai payé quelqu'un pour essayer de récupérer les fichiers. J'ai payé sans même être sûr de récupérer quelque chose et j'ai rien pu récupérer. J'ai perdu 9 mois de voyage condensé dans un disque dur qui faisait quand même 2 Tera. mon Donc il Dieu. y avait beaucoup, beaucoup de fichiers. Donc ça, c'est la plus grosse claque, je pense, ou déception que j'ai pu avoir. Ouais. Est-ce que tu en as tiré une leçon? Est-ce que prochainement tu feras un double sauvegarde ou il n'y a pas de solution à ça? Je sais pas. Solution, c'est que lors de mon prochain voyage, je vais filmer, oui, mais je vais tout publier sur l'instant T pour être sûr que déjà ça soit euh, sauvegardé et visible sur les réseaux sociaux. Parce que se trimballer avec un disque dur tout le long du voyage pour pouvoir ensuite retirer les fichiers quand je reviens, c'est plus complexe. Donc là, je vais tout filmer et publier à l'instant T. Tous les jours, je publierai une vidéo sur le compte pour être sûr que ça soit bien ancré sur mon compte. Et justement, en parlant de voyage, en revenant sur le voyage, qu'est-ce qui est le plus dur? De voyager seul ou d'entreprendre seul? C'est une bonne question. Je dirais que c'est deux mindsets différents. Pas- on voyage seul, oui, mais on n'est jamais vraiment seul. C'est surtout c'est un peu une phrase bateau, je pense que tout le monde l'a entendu, mais c'est surtout que, bah, en fait, on choisit à quel moment on va être seul en voyage. Carrément. Dans les auberges, on rencontre tellement de gens dans la rue, les gens, ils sont tellement ouverts, enfin, entre backpackers, on peut tellement discuter et découvrir des gens qu'au final, on n'est jamais vraiment seul. J'ai jamais été seul en voyage, en voyage solo. Donc, il y a eu des moments où j'avais envie d'être seul et carrément, j'avais atteint ma batterie Agréable. initiale. Ah oui, oui. Ma batterie initiale était pleine. J'en pouvais plus. J'étais en mode, bon, j'ai besoin de souffler un peu. Et du coup, on choisit ce genre de moment. Alors qu'entreprendre, bah, en fait, le projet, il est tout seul. Si t'avances pas toi-même, personne va t'aider derrière pour te dire, allez, viens, on fait tel ou tel truc pour avancer sur la marque ou quoi que ce soit. Donc, je dirais qu'entreprendre seul, je sais pas si c'est le plus compliqué, mais en tout cas, ça demande plus une force mentale, je pense, que de partir seul, Je à mon suis sens. d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu t'es fait accompagner pour le lancement de ton entreprise? Pas du tout. J'ai créé ma micro-entreprise T'as vu et personne? T'as pas vu de, je sais pas, justement, tout à l'heure, on parlait de réseaux d'entrepreneurs, de clubs d'entrepreneurs. Tu vois, tu peux discuter avec d'autres entrepreneurs et avoir d'autres idées, peut-être parfois avoir des déclics, etc. Pour l'instant, non? non, j'ai des amis qui entreprennent également. Ils Entreprennent. entreprennent, mais ils entreprennent également, mais sinon, non, j'ai personne pour m'aider sur le projet concrètement. C'est que je me suis lancé. T'arrives à savoir, tu bosses tous les jours dessus ou pas Ouais, vraiment? Ouais. quasiment tous les jours. T'arrives à te mettre une routine, style, je sais pas, moi, par exemple, je bosse, bon, maintenant, ça fait 6 ans, c'est mon full-time job, mais est-ce que tu te fais, je sais pas, de 9h, 17h, ou est-ce que t'es encore un peu éparpillé en mode, je bosse un peu, après, vas-y, je vais au sport, je rebosse. En fait, non, j'ai- moi, j'ai un petit job à côté pour quand même financer bah, justement la marque et mes voyages. Ok. Et donc, quand je rentre le soir, je me mets un petit peu dessus.
Il y a toujours un petit truc à faire dans tous les cas. Et je préfère m'y mettre, par exemple, même si c'est qu'une demi-heure, je préfère le faire une demi-heure par jour, tous les jours, plutôt que de faire 3 jours où je travaille pas et pendant un jour, je vais travailler toute une journée complète. C'est Ouais, pas productif et à long terme, c'est pas comme ça que je vais voir des résultats. Vaut mieux que je travaille même un tout petit peu, pas longtemps, tous les jours, ouais. plutôt que de travailler une fois par semaine pendant une journée. Ouais, carrément d'accord. Et pour terminer, ce serait quoi du coup ton rêve si on reparle dans, peut-être pas dans 1 an, mais dans 2 ans, t'aimerais quoi? T'aimerais atteindre quoi comme concrètement, tu vois? N'hésite pas, hein, sois pas langue de bois. Concrètement, quel chiffre d'affaires tu veux viser? Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu sais où tu veux aller? Est-ce que tu as un cap ou pas? Ou est-ce que tu vas un peu à tâtons et on verra? Alors, objectif, j'ai pas un objectif de chiffre d'affaires concrètement, mais j'ai un objectif concret, c'est que j'aimerais que mes vêtements soient présents dans les auberges de jeunesse. Je discute actuellement avec des auberges de jeunesse pour proposer mes vêtements justement dans un point de chaque auberge. Et les auberges toucheraient des commissions en échange d'une présence de mes vêtements. Ça permettrait du coup aux voyageurs, aux personnes qui sont dans les auberges, d'avoir directement le produit, de le toucher également, et ça réglerait tout ce qui est problème de logistique, et je m'adresserai directement à ma cible qui est les backpackers. C'est une très Ça bonne serait idée. mon rêve ultime, c'est d'avoir dans plusieurs auberges de jeunesse dans le monde, mais ma marque de vêtements présente. En gros, plutôt faire du B2B que du B2C. Il y aura toujours du B2C, mais également du B2B. Et l'objectif aussi, un exemple concret de ce que j'aimerais, c'est créer des événements dans les auberges. J'ai créé un événement à Paris cet été, où une soirée était organisée dans une auberge de jeunesse. C'était au Joe and Joey à, J'adore. à Paris Nation. J'ai logé là-bas. J'adore. Ouais, il est trop bien, il est trop beau, elle est trop belle cette auberge. Et du coup, l'événement avait lieu cet été, et avec DJ, etc. Et le but était de rassembler un maximum de backpackers et de voyageurs à ce moment-là. Super. Et si je peux créer ça dans une auberge de jeunesse en France, une auberge de jeunesse dans chaque pays, et ce genre d'événement un peu musical qui rassemble durant une soirée tout le monde pour qu'ils s'échangent et parlent entre eux, ça serait le rêve. Mais du coup, en fait, en gros, l'auberge, enfin, je suis pas sûre que c'est ça, c'est tout à fait ça que tu veux faire, mais je viens d'avoir une idée. Après, peut-être que c'est ça, mais du coup, tu me dis. Je viens d'avoir une idée. Est-ce que, tu vois, si c'est l'auberge qui te précommande, en gros, que ce soit eux qui vendent ton t-shirt au prix que eux ils ont envie de le vendre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, toi, tu te dis, bah moi, mon t-shirt il est à 39, je sais plus 39,90 par exemple, et ben ils t'en commandent l'auberge Paris Nation là, elle t'en commande 20 par exemple. Du coup, toi, tu as une précommande de 20, donc tu en fabriques 20. Tu leur envoies, donc eux, en vrai, ils s'en tapent, tu vois, que ce soit dans 2, 3 semaines, parce que c'est pas eux qui vont voyager. Et donc toi, tu limites les coûts. Tu dois pas en fabriquer en avance. T'attends que l'auberge te la précommande. Donc en fait, finalement, ton client principal, ce sont les auberges. Et tu laisses quand même ton site internet pour gagner un peu plus de chiffre d'affaires, tu vois, en plus. Mais tu switches de cible. Ta cible, finalement, c'est plus tout à fait les backpackers en direct, parce qu'ils sont trop compliqués et ils n'ont pas forcément le budget. Mais ta cible, c'est les auberges. Et l'auberge, bah, elle choisit de le facturer au prix qu'elle veut. C'est ça ou pas? C'est pas tout à fait ça, parce que la limite à tout ça, c'est que les auberges de jeunesse vont pas directement accepter de me commander 20 t-shirts sans savoir s'ils peuvent les vendre. Ça, c'est la limite. Tu crois? Ouais, pour Ouais. avoir démarché des auberges de jeunesse, parce que j'en ai déjà démarché, c'est la limite, c'est qu'ils sont pas prêts à investir dans une marque de vêtements en achetant 20 t-shirts sans être sûr que derrière ils vont les vendre. Donc le modèle économique le plus adapté pour ça, c'est que à l'auberge, je leur envoie les vêtements, le stock de vêtements, et ils touchent la commission sur chaque vente. C'est ça D'accord. le principal. Ok, je suis étonnée quand même parce que peut-être parce que tu es une jeune marque et que pour l'instant. Peut-être aussi. Mais en vrai, j'ai déjà vu, tu vois, dans des, tu sais, par exemple, quand tu vas chez le coiffeur, par exemple, tu vas chez le coiffeur pour te couper les cheveux, mais ils te vendent derrière des shampoings, des trucs et tout. Ça, ils l'ont acheté en vrai. C'est un risque pour eux, mais en même temps, ça leur apporte. Il faut juste que tu trouves ce que ça peut leur apporter, tu vois. Comment
comment leur vendre. Mais je trouve que l'idée, elle est pas conne, hein, en vrai. Sur du long terme, tu vois, sur du long terme, une fois que tu auras vendu, que t'auras fait ta place et que tu seras le leader dans ton domaine, bah en vrai, t'inquiète pas qu'ils vont te dire ouais, je t'en achète des trucs. Hein, je veux ta marque chez moi. Le but c'est Justement, ça en fait. Le but le c'est but, c'est ça. ça. Le but à long terme, c'est ça. En fait, C'est le ça. but à long terme, j'aimerais vraiment que Backpacker Closing devienne la marque référence pour les personnes qui voyagent en sac à dos. Bah écoute, je te le souhaite. Je te le souhaite. J'espère de tout cœur. Merci beaucoup pour ton temps, Aldwin. C'était top. J'espère que tu t'es senti à l'aise. Oui, c'était la première fois que j'intervenais dans un podcast et c'était une très bonne expérience. Tu mets beaucoup à l'aise, t'es assez, tu t'exprimes bien et tout, donc c'est vraiment agréable en tout cas d'échanger avec toi. Bon, bah tant mieux. Écoute, ravie. J'espère qu'on pourra se refaire un petit point dans, je te dis, dans 2 ans et voir un peu comment la marque a évolué, comment toi, en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur, t'as évolué. Et donc là, c'est quoi la suite? Tu pars en voyage, je crois, bientôt? Je pars en voyage en Asie pendant 5 mois à partir de février. Donc, comme je l'ai Où dit, est-ce qu'on peut te retrouver? on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, backpacker.closing sur Instagram. Et aussi sinon sur TikTok, pareil, backpacker.closing. J'essaie de publier un maximum de vidéos. Et là, avec l'Asie qui arrive prochainement, je vais bombarder. Vous allez pouvoir suivre aussi mon aventure parce que la marque de vêtements, c'est finalement une aventure humaine. C'est comme ça que j'aime bien la décrire. Donc, vous allez pouvoir suivre tout ça Parfait. Et si on veut passer commande, c'est sur quel site? sur backpackerclosing.com, tout Tout simplement. attaché? Tout attaché. Vous tapez Backpacker Closing, vous allez trouver directement. C'est le premier site. Super, je vous mettrai tous les liens dans la description. Merci beaucoup, Adwin. Je te souhaite une très belle journée et puis bah, on a hâte de suivre tes aventures. Merci beaucoup. À À bientôt. bientôt. Ciao. Ciao, ciao.